débat du Grand Direct, et c'est un peu la polémique de la semaine en Israël. Elle a été initiée par le Premier ministre Benjamin Netanyahou lors du forum de Davos. Peut-on imaginer sérieusement que des implantations juives en Cisjordanie soient un jour à l'intérieur d'un État palestinien après la conclusion d'un accord de paix? Question que l'on va vous poser ce soir, messieurs. Bonsoir Emmanuel Navon. Bonsoir. Vous êtes professeur de relations internationales à l'Université de Tel Aviv. Et Laurent Siget, bonsoir. Vous êtes membre du Parti travailliste. Alors, c'est vrai que c'est une polémique qui, pour l'instant, enflamme surtout le gouvernement, l'intérieur du gouvernement. Qu'en pense le Parti travailliste? Est-ce que c'est une idée qui vous semble saugrenue ou pas? Vous en aviez parlé ici même, je crois. Eh bien, ce que je voulais dire, je pense qu'il y a d'abord une bonne nouvelle, c'est que visiblement le Premier ministre regarde I24 News, puisqu'il y a 3 semaines, nous en discutions ici sur votre antenne avec Jacques Kupfer, et j'avais parlé éventuellement de cette possibilité de laisser une partie des colonies pour les gens qui le voudraient. Moi, je pense maintenant, plus sérieusement, que c'est pas... Je crois que tactiquement, c'était bien joué de la part de Netanyahou. Ouais, de temps en temps, quand même, il faut lui donner un peu de crédit. Je pense que c'était très bien joué parce que de deux choses l'une. Pour moi, c'est une win-win situation. Où les Palestiniens acceptent le fait qu'il y ait des colonies qui restent sous souveraineté palestinienne. Et alors, ils seront obligés de prouver le caractère démocratique de leur État, ce qui... Pour le moment, il n'y a aucun État à majorité musulmane qui a une minorité au Proche-Orient qui est bien traitée. Regardez les Coptes en Égypte ou les chrétiens en Orient, ils sont toujours assez maltraités. Donc, s'ils acceptent le fait de laisser des colons, une minorité juive, à l'intérieur de l'État palestinien, ils devront prouver leur caractère démocratique. S'ils le refusent, ça les met évidemment mal vis-à-vis de l'opinion publique internationale, parce que ça fait un peu Judenrein, ça fait un peu État palestinien sans aucune minorité, sans juifs. Et ça, du point de vue opinion publique mondiale, si nous avons accepté en 1948 qu'une minorité arabe importante, relativement importante, qui est pratiquement de 20% de la population d'Israël, soit à l'intérieur et tous les droits et la citoyenneté israélienne, il n'y a pas de raison qu'on n'accepte pas une minorité juive dans un État palestinien. Bon. Donc tactiquement, c'était bien joué. Coup tactique pour vous, Emmanuel Navon, où il y a une vraie réflexion là-dessus de Benjamin Netanyahou? Je pense qu'il y a une question de principe d'abord. Parce que le concept même ou le modèle même de partition entre deux États a été appliqué dans de nombreux endroits dans le monde. Le parallèle le plus évident avec notre cas, c'est celui de l'Inde et le Pakistan, qui était également une colonie britannique. Et après la partition de l'Inde et du Pakistan en 1947, il y a eu non seulement un double problème de réfugiés dans des proportions dramatiques de plus de 14 millions, de 7 millions de chaque côté, mais une partition dans laquelle il y a une minorité de chaque côté. Il y a une minorité musulmane de 14% de la population en Inde et 2% à peu près d'hindous au Pakistan. C'est vrai également de Chypre, bien qu'à Chypre, il n'y a pas une véritable partition, mais une conquête et une occupation turque et une expulsion de 200 000 chypriotes grecs vers le sud. Mais il y a une minorité de chaque côté de la barrière entre Chypre Nord et Chypre Sud. Les exemples sont nombreux, il y en a plusieurs dizaines. Dans aucun de ces exemples au monde, le modèle de partition implique l'absence de minorité. Il y a uniquement dans le conflit israélo-palestinien que tout le monde trouve normal qu'il y ait une minorité arabe dans l'État juif de 20%, mais qu'il n'y ait pas de minorité juive dans l'État arabe. Je vous rappelle, entre autres, que le plan de partage de l'ONU de 1947, qui parlait d'un État juif et d'un État arabe, incluait également une minorité de chaque côté. Il est, à mon sens, étonnant que lorsque Mahmoud Abbas exclut a priori la présence d'une minorité juive dans son pays futur potentiel, le monde soi-disant éclairé occidental trouve cela normal. Donc à votre avis, mais c'est une idée réaliste ou pas? Parce que c'est ça aussi la question. Je crois que c'est une idée qui est... On est au Proche-Orient, nous ne sommes pas en Europe, donc je veux dire, tout est possible et tout est impossible, on ne sait pas exactement ce que ça va donner. De toute façon, c'est une idée qui est une option, qui ne sera en aucun cas, à mon sens, une obligation. Je suppose que si on devait vraiment arriver à un accord avec les Palestiniens, une grande partie des colons partiraient de leur propre gré, mais je crois qu'il y aurait une petite minorité, et je crois que je vais vous étonner, mais paradoxalement, à mon sens, ce serait plutôt une minorité plus idéologique, qui serait plus encline à rester sur place qu'une
qu'une population à caractère non religieux. Parce que pour moi, j'ai fait mon service militaire dans cette zone-là, et effectivement, j'ai rencontré beaucoup de colons pour lesquels Eretz Israël, ce qu'ils appellent Eretz Israël, et non pas l'État d'Israël, mais la terre d'Israël, est plus importante que l'État d'Israël. Et ça, c'est une conception idéologique, et je crois qu'une partie de ces gens-là serait plus enclin à rester sur place. C'est pas impossible. Vous pensez vraiment que les habitants de ces implantations, qui sont quand même aussi imprégnés de cette appartenance quand même à Israël, que ce soit la terre ou le pays, accepteraient de se retrouver sous domination entre guillemets palestinienne? Encore une fois, je pense qu'il faut faire la distinction entre le principe et la réalité. Sur la question du principe, je vous rappelle que lorsque la Tchécoslovaquie s'est démembrée volontairement en 1993, il n'y a pas eu d'expulsion des minorités des deux côtés. Il y a certains Tchèques qui sont partis de la Slovaquie et certains Slovaques qui ont quitté l'État tchèque, mais il y a une minorité des deux côtés. Mais la Tchécoslovaquie, c'est en Europe. Il n'y avait pas le conflit. Et la Tchécoslovaquie n'est pas un pays musulman. Et là, je dois dire que malheureusement, effectivement, l'histoire des Juifs en tant que minorité dans les pays arabes et musulmans est une histoire de pogrom. C'était vrai dans les années 30, dans les années 40. Une histoire d'expulsion, puisque plus de 900 000 Juifs ont été expulsés des pays arabes et musulmans après l'indépendance d'Israël. Et on sait quel a été le sort des Juifs à Hebron en 1929. Avant même que l'État d'Israël existe, ils ont tous été massacrés. On se souvient également... Beaucoup, il faut quand même être honnête, beaucoup aussi étaient sauvés par des voisins arabes qui les ont cachés, qui les ont sauvés. Ce n'est pas 100% non plus blanc et noir. Il y a eu c'est vrai que lors du pogrom, beaucoup de gens ont quand même essayé de sauver leurs voisins, et il y a beaucoup d'histoires. Moi, j'ai entendu personnellement beaucoup d'histoires de gens qui ont raconté que leur famille était cachée, sauvée, etc. Donc il faut quand même, tout de même, je ne dis pas relativiser, mais il faut quand même prendre conscience qu'il y a des gens qui sont bien aussi de ce côté-là. Il y a pas, nous n'avons pas à faire la propagande de Hajj Amin al-Husseini à l'époque, le dirigeant, le moufti de Jérusalem, qui était un allié d'Adolf Hitler, était une propagande antisémite. Tous les dirigeants arabes de l'époque, du Proche-Orient, c'est vrai également en Irak. Je n'ai pas parlé des dirigeants, j'ai parlé de la population au niveau le plus simple. Je parle des faits, 900 000 Juifs expulsés des pays arabes sans leurs biens, sans leurs propriétés. On sait très bien, on se souvient par exemple, ce qu'il est arrivé aux soldats de Tsahal qui sont entrés par erreur à Ramallah au début de la deuxième intifada, qui ont été lynchés. Si un arabe rentre dans une ville israélienne, bien entendu, il n'a pas le même sort, au contraire. Donc il faut être réaliste. Mais je crois que il faut poser la question, exiger des Arabes, exiger des Palestiniens, demander comment se fait-il que vous n'avez aucune tolérance pour les minorités? Comment se fait-il que le nombre de chrétiens ne cesse de diminuer au Proche-Orient, des Coptes en Égypte, etc. Et c'est là qu'il faut demander à l'Occident de poser cette question aux dirigeants palestiniens. Pourquoi est-ce que l'Occident, soi-disant éclairé, accepte cette intolérance, ce racisme, ce mépris des minorités par les pays arabes, dont par Mahmoud Abbas? Et se poserait également un problème de sécurité. Qui assurerait la sécurité? Parce qu'aujourd'hui, ils peuvent être armés, ce qui ne serait peut-être pas accepté par un nouvel État palestinien. Ça, ce sont des choses qu'il faudra, si vraiment ça devait en arriver là. Encore une fois, il est difficile de savoir, je crois que ni Emmanuel ni moi-même ne pouvons prévoir ce que va être le processus. Ce seront des choses qui seront techniquement à régler sur le terrain et en collaboration. Cela dit, il faut quand même dire aussi qu'il y a une différence entre les Palestiniens, tous les cas que vous avez cités, sont des cas qui sont passés quand nous étions l'occupant, je dis l'occupant entre guillemets, et eux étaient les occupés. À partir du moment où vous renversez la situation, ils vont devoir prendre leurs responsabilités. Regardez, moi... Lorsque les Arabes ont massacré les Juifs de Hebron, il y avait non seulement... mais il n'y avait même pas... Est-ce qu'il y avait une occupation à l'époque? Non, mais il y avait un conflit. Ici, lorsque vous parlez de la fin du conflit, vous parlez de la fin du conflit. Lorsque vous parlez de la fin du conflit, ça veut dire que vous les mettez devant leurs responsabilités. Cette fin du conflit, lorsque Ehud Barak a demandé à Arafat à l'époque, à Camp David, à l'été 2000, de s'engager pour la fin du conflit, il a dit non. Lorsque Ehud Olmert a demandé à Mahmoud Abbas en mai 2008 de signer la fin du conflit, il a dit non. Donc pour l'instant, nous parlons de choses théoriques. Tout à fait, nous parlons que de théorie. Le conflit existe depuis plus d'un siècle. On sait très bien quel avait été le traitement des Juifs avant même la naissance de l'État d'Israël. Et que, encore une fois, fin du conflit, pour l'instant, ceux qui ont refusé de mettre fin au conflit, c'est le leadership de l'OLP. Oui, mais je crois que alors, il y a aussi des conséquences politiques, puisqu'on voit bien que ça déchire un petit peu là, le gouvernement, que Naftali Bennett a demandé à Netanyahou de retirer ses propos. Là aussi, on voit bien qu'il y a un désaccord fondamental
au sein de cette coalition. C'est pas une nouveauté, vous allez me dire, Laurent Siget. On a l'habitude de ce genre de conflit avec la droite de la droite, qui aujourd'hui... Est-ce que c'est une manière pour lui de tester peut-être jusqu'où il peut aller dans ces négociations? Je crois qu'il aurait tort de continuer sur cette ligne-là parce qu'il va se retrouver à la fin dans l'opposition et de toute façon, le fait les fonctions qu'il remplit actuellement comme ministre, il n'a pas des résultats très brillants au niveau de ses fonctions, donc il n'a pas trop intérêt non plus à se retrouver dans l'opposition parce que s'il va se retrouver et dans l'opposition et qu'il n'ait pas une grande réussite au niveau gouvernemental, il va payer le prix très fort du point de vue électoral. De toute façon, aujourd'hui, il peut être très facilement remplacé par le Parti travailliste. Ce ne serait pas très compliqué de faire rentrer le gouvernement travailliste pour faire progresser le processus de paix et de remplacer Bennett. Donc je crois qu'il ne faut pas tirer trop sur la corde et je crois que Netanyahou commence à en avoir un peu marre de l'extrême droite. Le Parti Foyer Juif, vous pensez que c'est plus devenu un poids pour Netanyahou qu'un allié dans cette coalition, le parti de Bennett? Ce n'est pas un secret que Netanyahou aurait préféré ne pas constituer de coalition avec le parti de Naftali Bennett. Il y a été acculé à cause de l'alliance à l'époque entre Yair Lapid et Naftali Bennett et l'insistance de Yair Lapid de ne pas laisser entrer les partis ultra-orthodoxes dans le gouvernement. Ça n'avait jamais été la préférence et le premier choix de Netanyahou. Israël étant un système parlementaire de coalition, le Premier ministre potentiellement a toujours des coalitions alternatives à ces coalitions actuelles. Donc la possibilité existe effectivement et je pense que le nouveau chef du Parti travailliste n'attend que ça, de rentrer au gouvernement. Mais contrairement à Laurent, je ne pense pas que l'entrée du Parti travailliste au gouvernement changera quelque chose concernant la paix au Proche-Orient, puisque dans le passé, le Parti travailliste, à de nombreuses reprises, était au gouvernement et il n'a pas réussi à arriver à la paix avec l'OLP, tout simplement parce que toutes les propositions étaient rejetées. Donc on ne peut pas ignorer l'histoire comme si le Parti travailliste n'avait jamais été au pouvoir et comme s'il n'avait jamais proposé ce qu'il a proposé aux dirigeants de l'OLP. Donc c'est un peu, la réalité est un peu plus complexe que cela. Je pense que de toute façon, le fait de devoir résoudre le problème palestinien, parce qu'on parle beaucoup maintenant des colonies, de la négociation, j'ai entendu aujourd'hui Amos Yadlin qui a parlé de façon très intéressante. Moi, je suis un grand supporter, un grand fan d'Amos Yadlin et je crois qu'il a raison sur un point essentiel. Le fait on va devoir quand même résoudre le problème palestinien, qu'on le veuille ou non. Il a dit, si ça marche en négociation, il faudra le faire par négociation. Si ça ne marche pas avec la négociation, nous ne pourrons pas éternellement non plus être les otages du refus palestinien. Il faudra bien qu'on prenne notre décision et qu'on prenne nos responsabilités. Pour cela, et pourquoi il faut résoudre le problème palestinien, pas seulement pour le résoudre en tant que tel, mais surtout parce que cela nous permettra aussi de résoudre le problème avec l'Iran. Le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, vis-à-vis de l'ensemble du monde entier, nous ne pouvons pas à la fois refuser de résoudre le problème palestinien et demander au monde d'être notre allié pour résoudre le problème iranien. Donc Yadlin dit quelque chose qui, moi, me paraît tout à fait juste. Nous devrons payer un certain prix sur le problème palestinien pour pouvoir créer une alliance avec les pays sunnites qui, eux, s'opposent à l'Iran. Parce que Yadlin pense, et je pense que moi je suis assez d'accord avec cette théorie, que la plus grande menace, c'est l'Iran. L'Iran nucléaire menace plus l'existence de l'État d'Israël que les Palestiniens aujourd'hui. Donc si le fait de résoudre le problème palestinien nous permettait de faire une alliance avec les pays sunnites musulmans afin de contrer un Iran nucléaire, c'est quelque chose auquel il faut penser. Il faut regarder aussi largement. Un peu plus large. Donc. C'est justement parce qu'il faut regarder largement que je ne partage pas cette analyse. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'Israël devrait se mettre en danger existentiellement avec la création d'un État raté, défaillant et armé autour de Jérusalem et surplombant Tel Aviv pour mettre fin au problème iranien. De deux choses l'une, soit la communauté internationale accepte que l'Iran soit nucléaire, soit elle ne l'accepte pas. Mais je ne vois pas quel est le rapport avec le conflit israélo-palestinien. Ce conflit, Israël essaie de le résoudre depuis 20 ans avec les résultats que l'on sait. Je ne vois pas pourquoi cela devrait servir d'alibi pour permettre à l'Iran de se doter d'armes nucléaires qui menaceraient pas seulement Israël, mais également l'Europe occidentale et orientale. Et les pays du Golfe. Donc je ne vois pas pourquoi Israël devrait créer une menace autour de Jérusalem et sur Tel Aviv pour en résoudre une autre en Iran. Ouais, je ne veux pas d'un État, je veux bien d'un État palestinien, mais je ne veux pas d'un État terroriste, vient de dire Netanyahou ce soir, justement devant les... Je crois que nous sommes tous d'accord là-dessus. Ouais. Mais bon, ça veut bien dire aussi qu'il n'est pas prêt à accepter à n'importe quel prix. Je dis toujours, les gens nous parlent toujours des missiles sur Tel Aviv, mais moi je me souviens que
les plus grands missiles que nous ayons jamais reçus, c'était en 1990. Nous les avons reçus d'Irak à 1000 km. Nous n'avions pas de frontière commune avec l'Irak. Nous avons quand même attrapé 39 missiles irakiens, 39 Scud qui ont été tirés. Donc la proximité... Et 10 000 missiles du Hamas qui ont été tirés de Gaza après que nous nous soyons retirés unilatéralement parce que nous n'étions pas arrivés à un accord. Mais de toute façon, ni la proximité, ni le fait d'être ni proche ni loin d'un État ne vous garantit le fait de recevoir ou de ne pas recevoir des missiles, puisque les premiers que nous avons reçus, c'était il y a 30 ans, ils sont arrivés à 1000 km de distance. Oui, mais nous avons commencé à les recevoir de Gaza qu'après notre retrait de Gaza, et cela c'est un fait. Plus facile. Non. Il y a eu des tirs de roquettes avant à notre retrait. C'est plus facile. Effectivement, c'est plus facile. Mais nous ne perdons plus de soldats aussi à l'intérieur de Gaza, comme nous en perdions. Nous perdons que des civils maintenant. Nous ne perdons pas tellement de civils. 25 soldats étaient tués chaque année lorsqu'on était dans la bande de Gaza. En tout cas, le problème ne se posera plus pour les implantations à Gaza. Il n'y en a plus. Ça se posera pour les implantations en Cisjordanie. Si, toutefois, un jour, ce problème doit se poser. Pour l'instant, c'est qu'une proposition de la part du Premier ministre. On est loin d'y être encore dans la pratique. Merci Emmanuel Navon. Merci Laurent Siget, Nouveau Journal. À venir dans un instant sur Act24 News.